De mon Ardèche, non pas natale, mais mon Ardèche patrie, en quelque sorte. On a donc gravi les montagnes, on a vu des paysages absolument magnifiques pour arriver et être ici parmi vous ce soir. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Je suis maintenant je vis une situation que je n'avais pas prévue, c'est-à-dire une situation dans laquelle les idées qui ont été les miennes depuis pas mal d'années, puisqu'elles ont déterminé notre retour à la terre de Paris vers l'Ardèche, avec Michel, ma compagne, ces idées-là, à l'époque, ont éclos au sein même des Trente Glorieuses. C'est-à-dire qu'au moment où on ne se posait pas tellement de questions par rapport à la survie, par rapport disons, à l'économie, c'était l'économie tournée rond, tout allait très bien. Sauf que j'avais le pressentiment que les fondements du système sur lequel reposait en quelque sorte le paradigme que nous avions mis en place étaient des fondements qui ne pouvaient être que provisoires, mais qui ne pouvaient pas être traités comme des fondements pérennes. Dans le sens où finalement la configuration générale, si vous voulez, des rapports humains sur la planète avait subi évidemment des antériorités historiques qui ont abouti finalement à des clivages très très importants entre le nord et le sud, c'est-à-dire un sud qui était encore dans les valeurs qui étaient les siennes millénaires, on peut dire, et un nord qui fonçait dans un paradigme nouveau, c'est-à-dire dans une logique très particulière qui n'avait en fait jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que ce nouveau paradigme repose sur évidemment un homme démiurge, c'est-à-dire un homme un humain, disons, qui jusque-là était plutôt dans une civilisation agraire et qui passe à la technologie, qui passe, disons, du cheval animal au cheval vapeur, aboutit finalement à exalter le pouvoir créatif de l'être humain et la fameuse notion du progrès, c'est-à-dire, enfin, l'être humain ne va plus être dépendant des déterminants naturels, de la fatalité, mais il va pouvoir de plus en plus maîtriser sa destinée et lui donner une orientation. Et cette orientation reposait évidemment sur une promotion très importante qui était, et j'ai pas besoin de vous détailler, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, finalement, instaure une perception et une vision inédite. Et on pourrait dire en gros qu'on passe d'une civilisation qui a été régulée, agraire et régulée par la nature, à une civilisation qui finalement rentre dans un paradigme qui va exhumer les matières combustibles du sous-sol. Vous exhumez ces matières combustibles, vous avez la technologie et vous avez évidemment ce paradigme où l'être humain démiurgique semble maîtriser en quelque sorte les choses de façon à orienter l'histoire. Alors là, on passe dans un basculement qui est très très particulier et très spécial, qui est finalement l'exhumation massive de matières combustibles pour pouvoir utiliser et développer la technologie, mais on aboutit à un changement réel de la perception du temps. Entre, évidemment, celui qui se déplaçait à cheval depuis les origines, même Jules César, Alexandre le Grand, enfin tous les puissants, entre guillemets, que l'humanité avait produits, étaient tous soumis à la vitesse du cheval. Rien n'avait changé jusque-là. Et puis quand on arrive à la technologie, bien entendu, on passe au cheval vapeur, et le cheval vapeur modifie le temps et l'espace, et la perception du temps et de l'espace est modifiée. Finalement, le cerveau s'adapte à cette nouvelle donne. Sauf que pour exalter ce nouveau paradigme, il a fallu concentrer des énergies. Le monde paysan, comme vous le savez, a payé très cher les évolutions. D'une part, bien sûr, les guerres, la guerre de 14 avec la destruction des paysans entre eux, que j'appelle moi un génocide. Et ensuite, le paysan est devenu, vous savez, celui qui fait du travail subalterne dans les usines, le travail à la chaîne, enfin vous connaissez tout ça. Et on est parti sur l'idée que finalement, on allait déterminer
notre destin sur les critères que nous aurions, nous, établis, et non pas sur la fatalité, puisque nous nous éloignons de plus en plus de la nature, et on applique une sorte de hors-sol à l'humain. L'humain s'éloigne de la nature. Vous savez, la civilisation urbaine qui grandit avec une concentration humaine, et nous voilà dans une logique qui n'avait jamais existé auparavant. Et cette logique-là nous a fascinés. Et on a beaucoup parlé donc du progrès technologique libérateur. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de nous rendre compte que tout ça n'a été qu'illusion. Qu'illusion, et en fait, nous nous rendons compte que, après être partis sur l'idée de maîtriser notre destin, nous le maîtrisons de moins en moins. C'est-à-dire que les outils que nous avons créés, qui étaient censés nous libérer, sont en train de nous asservir, devenir donc indispensables. Et aujourd'hui, vous supprimez le pétrole, vous supprimez l'électricité, la communication et bien d'autres, disons, innovations. Et la civilisation qui était censée montrer au monde sa toute-puissance devient la civilisation la plus fragile. Et ainsi, pourquoi elle est devenue la plus fragile? C'est parce qu'en fait, nous nous sommes éloignés de plus en plus, disons, des lois fondamentales de la vie. Et en nous éloignant des lois fondamentales de la vie, nous nous sommes déconnectés par rapport à ce qui entretient la vie. Et qu'est-ce qui entretient la vie? C'est la nature qui entretient la vie. Il n'y a rien d'autre qui entretient la vie que la nature. Donc aujourd'hui, on est en train de constater que, à force d'avoir artificialisé notre système d'existence, eh bien, nous sommes aujourd'hui, après la grande exaltation et l'euphorie des 30 Glorieuses et autres, nous sommes aujourd'hui dans des questionnements extrêmement graves. Est-ce que la société telle qu'elle est organisée a-t-elle un avenir ? Puisque nous sommes en train de constater que tous les éléments constitutifs qui constituaient les œuvres vives de cette civilisation sont aujourd'hui remis en question. Voilà. Et donc à partir de là, que faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'abord? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Pour ce qui nous concerne, je n'ai pas besoin de faire mon itinéraire, je pense que vous le connaissez, né dans le désert, l'entrée du grand désert, Sahara. Je perds ma mère alors que je suis orphelin très jeune, avec un frère. Et puis, dans notre village, dans notre cité, qui était une cité qu'on pouvait appeler sacrée parce qu'elle avait été fondée par ce qu'on appelle un thaumaturge, c'est-à-dire un saint de l'islam qui était soufi et donc qui prônait la non-violence absolue. Je suis donc né à l'ombre des palmiers de ce lieu, mais avec ces lieux qui étaient en quelque sorte vivaient selon des principes séculaires. La civilisation, ce qu'on appelle la civilisation, arrive chez nous. Et pourquoi la civilisation arrive chez nous? Parce que notre sous-sol recelait du charbon, de la houille. Et que les Français sont arrivés, puisque c'était un territoire colonisé, pour exploiter ce charbon, cette houille, et pour justement alimenter en quelque sorte le système tel qu'il avait été créé. Seulement vous imaginez bien qu'à ce moment-là, bouleversement de nos structures sociales, nous apparaissons, nous dans nos cultures, de plus en plus attardés. De plus en plus attardés, donc il faut être colonisé, il faut acquérir en quelque sorte le savoir du monde occidental pour nous mettre à jour de l'histoire. Mais alors l'Europe a créé une idéologie particulière, qui est l'idéologie du progrès. Seulement la première victime, si je puis dire, de cette idéologie, née en Europe, c'est l'Europe elle-même. Les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on avait une multitude de cultures, de gens qui avaient leur façon de vivre. C'était extrêmement riche en termes d'innovation. Les gens avaient inventé leur façon de construire leur maison, de se vêtir. Ils ont leurs contes, leurs légendes, leur langue, leur manière d'être, etc. Et c'était une biodiversité culturelle extraordinaire, simplement peut-être unifiée par le christianisme. C'est-à-dire le christianisme en tant qu'élément qui en fait reliait le tout, mais chaque peuple chaque communauté humaine, villageoise ou autre, avait sa façon de percevoir
le monde et d'organiser la vie selon l'héritage qu'elle avait reçu elle-même depuis les origines. Tout ça est nivelé par une civilisation donc du progrès et qui prétend qu'il faut à tout prix sortir de ces archaïsmes-là pour instaurer la modernité. Et pour instaurer cette modernité, évidemment, on nivelle tout. Et puis, cette idéologie se répand sur pratiquement l'ensemble de la planète par voie de colonisation, par voie d'acquisition de terres, de terrains et de territoires que l'Europe avait conquis. Or, quand vous êtes quelqu'un comme moi qui est issu de ces territoires colonisés, ce qui est arrivé, c'est que l'idéologie, en fait, enseigne à tout le monde, du nord au sud, les mêmes préceptes, les mêmes credos, les mêmes principes. Et je suis amené à l'école à réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Il n'y a qu'à me regarder pour savoir qu'il y a quelque chose de juste dans tout ça, vous voyez. Oui. Alors moi, on pourrait dire, il y a peut-être, je ne sais pas quoi, une arrière-grand-mère qui a fauté, ou enfin, je ne sais pas, bon, on ne sait jamais. Mais quand j'avais des camarades complètement noirs, et que nous-mêmes, nous sommes de cette filiation noire, voir un noir réciter que ses ancêtres étaient des Gaulois, c'était quand même un peu paradoxal, vous voyez. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en Europe même, ou en France même, on interdisait le patois. C'est-à-dire qu'on disait le patois est la langue archaïque, des gens archaïques. Et donc le système s'installe de plus en plus, crée une espèce d'hégémonie et devient une puissance. Il devient une puissance hégémonique, c'est-à-dire la négation de toute diversité et de tout principe qui n'est pas subordonné aux dogmes et aux préceptes édictés était quelque chose d'archaïque. Donc il fallait devenir moderne. Voilà. Et la modernité donc s'installe avec tout un projet, disons, social, tout un projet humain, le mythe du progrès. Vous allez voir ce que vous allez voir. Avec le progrès, nous allons vraiment évoluer. Voilà. Et puis, ce progrès va, en fait, aider l'histoire à prendre une coloration donc forte et à instaurer, au plan planétaire, la seule logique qui vaille la peine. Et donc, on est la monoculture planétaire. Et vous le savez aujourd'hui, même avec les pays émergents, tout le monde veut imiter et rentrer dans le giron de cette logique. Alors, est-ce que cette logique-là est viable? Nous sommes en train de constater que non. Le fameux progrès destiné à libérer l'être humain, moi j'ai vu, en travaillant dans les années 50, dans une entreprise de la région parisienne, parce qu'en plein cœur de la guerre d'Algérie, j'ai quitté l'Algérie, non pas pour fuir, mais parce qu'il fallait que je réalise ma vie ailleurs. Et qu'entre-temps, je suis passé de l'islam au christianisme. En passant de l'islam au christianisme par l'intermédiaire de mes parents d'adoption, eh bien, je suis rentré en rentrant dans le christianisme, je me retranchais en quelque sorte de ma civilisation initiale. Et c'est comme ça que je me trouve je vis très jeune les contradictions. Quand je vais dans ma famille traditionnelle, je vais à l'école coranique et j'apprends le Coran. Dans le principe et les préceptes fondamentaux du Coran, on dit que Dieu est transcendant, n'a jamais engendré. C'est-à-dire qu'il n'a pas de filiation avec qui que ce soit et avec les êtres humains. Il est totalement transcendant, il est dans un autre ordre et il n'a rien à voir avec le destin humain. Il domine ce destin humain et puis en fait il en fait à sa tête comme il l'entend, sans demander rien à personne. Et puis quand ma mère me parle de sa religion, on parle d'un Dieu qui est fils de Dieu. C'est-à-dire un grand prophète que reconnaît l'islam, mais fils de Dieu. Ce qui est absolument une abomination pour le musulman, puisqu'on dit que Dieu n'a pas engendré, et les contradictions. Et puis quand j'étais dans ma famille traditionnelle, le porc, le vin était prohibé. Et quand je me retrouvais dans ma famille chrétienne, on se régalait de saucissons et de vin, etc. Et en plus, ma mère était une bourguignonne, ma mère adoptive était une bourguignonne du Mercurey.
Donc je tombais très mal par rapport au vin. Et son grand désespoir, c'était justement que je ne buvais pas assez de vin et que le vin me ferait du bien. Mais si je retournais dans ma communauté en disant je bois du vin, ça ne va pas non plus. Alors si je suis cinglé, c'est pas pour rien quand même. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà. Et donc, ma mère étant de la culture du vin, je me trouvais dans un milieu dans lequel il fallait que je me garde en quelque sorte de rentrer dans la transgression. Et ma mère plus tard viendra en Ardèche, parce qu'on se sera installé en Ardèche, et elle viendra vivre près de nous. Et puis on avait pris l'habitude, chaque fois que j'avais fini de vendre mes fromages, parce que nous avons élevé des chèvres et fabriqué du fromage pour survivre dans ce territoire ardéchois, ma mère m'invitait au restaurant et elle commandait sa bouteille de vin. Elle me demandait quand même de trinquer avec elle, quoi. Donc je lui dis, maman, un doigt comme ça, pas comme ça, un doigt comme ça. Voilà. Donc je prenais 2 ou 3 gorgées, ce qui lui permettait de dire, nous sommes allés au restaurant, c'était excellent, et nous avons bu une bouteille à 2. Voilà le produit national brut d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe dans le produit national brut. Alors c'était un alibi formidable de dire, quand même, boire toute une bouteille, ça la fout mal, quoi. Mais boire une bouteille à 2, ça va, quoi. Et j'ai transposé ça au produit national brut et j'ai trouvé que c'était tout à fait ça. C'est-à-dire, en fait, il y a la portion congrue, en quelque sorte. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là ont abouti à mon départ d'Algérie pour m'installer à Paris. Et c'est là que je me suis demandé, mais finalement, comment m'insérer dans cette société-là, puisque je m'étais beaucoup trop intéressé aux philosophes pour avoir une compétence. Vous vous intéressez aux philosophes parce que finalement vous êtes un peu titillé par qui suis-je, qui a raison, donc tout ça vous amène bien sûr à consulter les consciences ou les âmes qui se sont posées des questions fondamentalement humaines. À quoi sert l'humanité? Alors vous, disons, fréquentez les philosophes, vous avalez beaucoup de théories philosophiques et vous apercevez finalement que même les philosophes n'arrivent pas à s'entendre. Il n'y a pas une philosophie fondamentale, il y a des philosophies. Et ces philosophies sont à l'origine de confrontations. Comme les religions issues du Dieu unique rentrent en confrontation. L'islam, le christianisme, le judaïsme, tout ça se confronte, tout ça est cloisonné. Chacune réclame la légitimité et la véracité, la vérité contre l'autre. Et vous savez ce que ça a donné dans l'histoire? Énormément de conflits. C'est-à-dire au nom du Dieu unique qui est censé unifier tout le monde, énormément de conflits. Et puis, dans ce cadre général de l'organisation de la société dite moderne, je me présente pour trouver un travail et on me dit « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Je savais faire, j'avais travaillé à la banque et tous mes chiffres étaient toujours faux, ce qui énervait mon directeur qui m'avait pris sous son aile pour essayer parce que j'étais évidemment un chrétien musulman et lui il était plus chrétien, tu meurs. Donc je me suis retrouvé sous son giron en me disant de toute façon il me protégeait. J'étais le prototype rare à Oran, la ville d'Oran, le prototype rare d'un chrétien issu du monde musulman. Donc ça faisait quand même quelque chose de très particulier. Et j'ai connu donc le monde de la banque, j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible que je puisse faire. J'ai fait un peu de prothèse dentaire, etc. Et puis quand je me suis trouvé à Paris, pour trouver exilé donc des 2 cultures trop long à expliquer, donc dans une espèce de solitude totale, trouvant du travail chez Someca, dans la région parisienne, plutôt. Et là on me dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Alors, c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas appris grand-chose d'utile, qui me serait utile dans le monde tel qu'il est, dans la société telle qu'elle est. Je pouvais faire évidemment une très bonne dissertation sur Socrate, mais ça ne semblait pas intéresser mon employeur. Donc, et Socrate, d'ailleurs, la fréquentation de Socrate, on peut dire que ça m'a tiré une épine du pied,
Parce qu'à force de chercher à comprendre le monde, son organisation, la société, tout ce fatras, disons, de l'histoire humaine, extrêmement complexe et compliqué, avec ses divergences et convergences, etc., quand je suis arrivé à Socrate, ça m'a satisfait, puisque Socrate, la grande proclamation de Socrate, ça a été « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Voilà. Et moi, ça me convient parfaitement. Et je pense que chacun, honnêtement, peut se l'appliquer. Qu'est-ce que nous savons par rapport à ce que nous ne savons pas? Déjà, on est incapable de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fiche sur cette terre. Nous sommes arrivés il y a à peine 2 à 3 minutes sur 24 heures de la vie de la planète. Et en quelques minutes, nous avons fichu un bazar pas possible. Donc, quelle est en fait la raison d'être de l'espèce humaine comme avènement particulier sur la planète Terre? Je conseille souvent la lecture d'un ouvrage que j'ai fait republier par mes amis d'Actes Sud, qui s'appelle La planète au pillage de Osborne. Et Osborne reprend toute la rétrospective, si vous voulez, comment l'humanité s'est installée, a évolué, etc. Et ce qui apparaît, c'est que la perception que nous aurions dû avoir d'une planète oasis magnifique, on a plutôt allé vers la perception, la planète gisement de ressources qu'il faut exploiter jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que l'espèce humaine a un impact extrêmement négatif sur la planète Terre. Désertification, etc. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un champ de bataille, on s'égorge, on en a fait une espèce de supermarché, on en a fait un gisement de ressources à exploiter sans modération, et évidemment avec toutes les rivalités que la culture elle-même instaure, même à travers l'éducation, où l'enfant, dès tout petit, il rentre dans un système duel, c'est-à-dire il faut qu'il domine, il faut qu'il soit le meilleur, etc. Et tout ce qui concerne, en quelque sorte, ce qui aurait pu être la base de l'éducation, la coopération, eh bien cette chose-là a été occultée. On n'a pas insisté sur coopérer, on a insisté sur dominer, être le meilleur, être le plus performant, etc. Et c'est comme ça qu'on prépare un être humain adapté parfaitement au système. Donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis. Moi je vous dis, voilà ce que je ressens. Il y a un autre problème qui n'a jamais été vraiment résolu, qui est considéré comme quelque chose de banalisé, c'est la subordination universelle de la femme sur cette planète. En vertu de quoi la femme, le féminin représentant de l'énergie féminine, cette énergie qui se conjugue à l'énergie masculine pour donner la vie, pourquoi l'énergie féminine était subordonnée? C'est ce qu'on voit partout sur l'ensemble de la planète. Quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles de 2002, certains savent que je me suis présenté non pas parce que j'avais une ambition quelconque, mais parce que je me suis dit finalement peut-être faut-il instaurer en termes de, disons, de campagne électorale. La campagne électorale prendrait en quelque sorte l'allure d'un grand forum dans lequel la société civile et les citoyens peuvent avoir la parole et exprimer leurs désirs, exprimer ce à quoi ils aspirent. Alors on s'est dit, ça va être un flop. Eh bien pas du tout, on a eu quand même près de 200 signatures d'élus. On a 40 conférences à salle comble, comme là, et on a instauré, disons, une espèce de débat civique, de débat dans lequel les citoyens ont la parole pour dire voilà ce à quoi nous aspirons, voilà ce que nous voulons. Alors, en plus de la question sur le féminin au cœur du changement, en plus évidemment, on a ajouté tout ce qui concerne l'agriculture, puisque l'agriculture, malheureusement, aujourd'hui, produit et détruit. En produisant, elle détruit, et que la modernité a amené une agriculture minérale extrêmement agressive à l'égard du vivant, comme on le sait. Bien sûr, les utopies. Pourquoi les utopies? Parce que l'utopie, on considère que c'est quelque chose de négatif. Pas du tout. Heureusement qu'il y a des utopistes, parce que ce sont les utopistes qui font avancer l'histoire. Sinon, on reste pétrifié en quelque sorte dans le conformisme duquel on ne bouge pas. On ne bouge pas du coup. Or, c'est les transgresseurs, à la condition qu'ils ne causent aucun préjudice, bien entendu, c'est les transgresseurs qui font avancer. Alors ils avancent une idée, on dit c'est complètement loufoque, etc. Puis on s'aperçoit, quelque temps après, qu'ils avaient eu l'intuition, en quelque sorte, cette forme d'intuition, qui ne passe pas forcément par la raison raisonnante, c'est-à-dire la raison analytique, mais qui passe par cette pulsion
où on a le sentiment, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la société civile est riche d'innovations extraordinaires. Et que ce qui serait souhaitable, en tout cas c'est l'aspiration que je peux avoir, c'est que le politique puisse appuyer l'aspiration de la société civile, c'est avec les innovations qui sont porteurs d'espoir et porteurs d'avenir. Vous voyez ? Alors, en dehors de cela, évidemment, toute l'écologie, l'éducation des enfants, non pas sur la compétitivité, comme je le disais tout à l'heure, et la coopération, et tout cela mis ensemble, eh bien, nous a permis en quelque sorte de présenter quelque chose qui relève des fondements d'un authentique changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme, il a été inclus, si vous voulez, dans ce changement de paradigme, un énorme blasphème, c'est celui de la décroissance. Quand on parle de décroissance, c'est un énorme blasphème, puisque c'est le fondement même du système actuel qui a instauré la croissance, donc le toujours plus indéfini, sur une planète limitée. Comment voulez-vous instaurer un système durable à travers le temps et l'espace quand vous dites il faut accaparer en permanence. Et l'accaparement permanent aboutit finalement à ce que l'on sait aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle le produit national brut, etc., à une humanité qui est pillarde des biens qui devraient revenir à l'ensemble de l'humanité. Et avec un clivage, comme vous le savez, entre un or repu, mais pas forcément en bon état, parce qu'on est repu, mais on est consommateur d'anxiolytiques, parce que l'angoisse s'est installée en nous, et un sud qui est laissé pour compte, avec des chefs d'État corrompus, comme vous le voyez, comme les événements et les informations mettent en évidence, et donc avec un appauvrissement extraordinaire de toute une humanité qui est dans l'impossibilité même de nourrir les enfants qu'elle fait advenir dans la vie. Et tout cela finit par donner un ensemble où l'humanité finalement se cherche, vous voyez. Et donc, en même temps que la proclamation du progrès qui est libérateur, ce progrès, je ne le vois pas libérateur. Je le vois plutôt incarcérateur. Vous voyez, de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, d'ailleurs, les jeunes appellent ça le bahut. Vous voyez, tout le monde travaille dans des... comment on appelle ça, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. On y va comment? Dans sa caisse, comme je l'ai fait moi-même ce soir. Et puis vous avez la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà. Donc c'est un itinéraire. Voilà. Prétendre que c'est un itinéraire libérateur, non. Pendant ce temps-là, on a l'impression que le soleil se lève pour rien, on n'est pas là pour jouir de la vie, de ce que la vie nous donne, les offrandes que nous fait la vie, qui sont sujets à jubilation. Eh bien, nous ne sommes pas présents. Voilà. Et nous attendons le pauvre petit mois de vacances où on va faire quelques glissades sur la neige ou aller se bronzer. Moi, c'est fait, mais enfin, ouais. Donc, je ne suis pas en train de faire la dérision. Je pense qu'on peut vérifier. C'est qu'à partir du moment où on est dans une forme de quête humaniste, on dit finalement, est-ce que, au lieu que le système prend le dessus, et peu importe l'être humain, est-ce que le temps n'est pas venu de mettre l'humain et la nature au cœur? Et à partir de l'humain et la nature, on organise tout le système et toute l'organisation de notre société. Parce que tant qu'on continuera à donner les pleins pouvoirs au lucre, c'est-à-dire à la finance, et je n'ai pas besoin de vous apprendre que la finance, aujourd'hui, n'est pas représentative, si vous voulez, de richesse réelle, puisqu'il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent en dormant qu'en travaillant, etc. Donc tous ces éléments-là, sur une planète qui est limitée, sur une planète isolée dans un immense désert sidéral et astral, consignent l'humanité absolument sur ce vaisseau. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de constater que ce vaisseau est en train, non pas de sombrer, parce que je ne crois pas que la planète puisse sombrer. On évoque souvent le Titanic. Non, ce n'est pas un Titanic. La planète, c'est un lieu où il y a eu l'avènement
d'une espèce qu'on appelle l'humanité. Cette espèce de l'humanité se pose la question, quelle est sa raison d'être dans ce système? Est-ce que c'est simplement piller, effectivement, comme le dit Osborne, accumuler et aboutir à 1000, il paraît qu'il n'y a que 1500 êtres humains comme vous et moi, milliardaires en dollars, donc à l'instauration universelle d'une féodalité nouvelle, et cette féodalité qui fait qu'il y a une minorité humaine hyper riche, concentrationnaire, accaparement continu du bien commun qui doit revenir à l'ensemble de l'humanité, et à l'autre bout, à l'autre extrême, des gens qui n'ont pas à donner même un bol de riz à donner à leurs enfants. Donc ces énormes disparités entre cet hyper accaparement et ce dénuement absolument total posent quand même question à la conscience collective. Et cette conscience collective aujourd'hui est interpellée à savoir, est-il possible de réinstaurer sur la planète Patrie un ordre qui ne soit pas le désordre, un ordre qui permette finalement de mettre dans l'organisation de notre vivre ensemble des valeurs comme la tolérance, des valeurs comme comme la solidarité, des valeurs comme la coopération, des valeurs comme ça, de façon à ce qu'en perspective, on puisse imaginer que l'humanité, plutôt que d'évoluer vers son autodestruction et tout ce qu'elle produit en quelque sorte de négatif à l'encontre de la vie et donc à l'encontre d'elle-même, est-ce qu'aujourd'hui, cette humanité peut émerger, disons, à une perception différente? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau lui-même peut maintenant se déconditionner, se décoder par rapport à la vision que nous avons pour aller vers une vision positive, c'est-à-dire où le seul projet qui vaille la peine aujourd'hui, c'est que l'humanité prenne conscience de son inconscience et que cette humanité décide que désormais, il faut aller vers l'unité. Ça veut dire éradication des armements, on consacre beaucoup plus de moyens à la destruction et à la mort qu'à la vie aujourd'hui. Non seulement la vie, on n'apporte pas grand-chose, mais en plus, on la détruit. Par contre, les armes, etc., qui coûtent extrêmement cher, cela, il y a une espèce de servitude de l'être humain à ce principe de destruction. Et tant qu'il restera dans cette servitude de la destruction, évidemment, on ne pourra pas en sortir, voire même qu'il y aura naufrage. Mais quand je dis naufrage, c'est pas la planète. Parce qu'on a l'exemple du Titanic n'est pas bon. C'est l'humain qui s'éradiquera lui-même, comme d'autres espèces se sont éradiquées, mais ont été éradiquées non pas par leur volonté, mais parce que les climats ont changé, les conditions, etc., qui ont fait que leur survie a été impossible. Mais ce qui est dramatique avec l'être humain, c'est qu'il prétend être intelligent, et que dans cette prétention à être intelligent, tout ce qu'il sait faire, c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale. Si des êtres évolués vivent dans la planète, sur d'autres planètes, examinent notre comportement, leur conclusion ne serait certainement pas que nous sommes intelligents. C'est impossible. Ils diraient, ils sont pleins d'aptitudes, mais complètement abrutis. Pour générer, voilà. Donc alors tout cela nous interpelle aujourd'hui parce qu'en fait nous sommes dans une phase décisive. Malheureusement, nous n'avons pas résolu toutes nos pulsions négatives, et nos pulsions négatives, nous les avons instrumentalisées et donné une telle efficacité qu'on peut précipiter, et aujourd'hui l'humanité a réussi à rendre l'apocalypse produite par elle-même tout à fait possible. Donc l'apocalypse qu'on essayait de percevoir, disons, dans une vision plutôt biblique, avec les fins dernières, etc., l'être humain, aujourd'hui, est capable de la réaliser à l'encontre de lui-même. Donc ça pose des problèmes énormes, et puis quand on voit, on me dit, mais pourquoi tu t'obstines à continuer à faire ce que tu fais, arrête-toi un peu, fais. Non, quand je vois des enfants, je ne peux pas. Parce que les enfants arrivent dans leur innocence, comme nous avons été dans l'innocence. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va leur faire hériter de tous les problèmes que nous avons, nous, générés. Et au lieu de leur proposer un monde édifié
c'est-à-dire dans lequel ils s'insèrent, si vous voulez, et poursuivent en quelque sorte le processus de la vie dans la joie, dans quelque chose de léger, eh bien nous sommes en train de leur rendre le futur impossible. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire une espèce de génocide dans le temps et l'histoire, et nous n'avons pas le droit. Alors quelquefois je dis, moi j'ai envie de donner ma démission, mais je ne sais pas à qui. Je ne sais pas à qui donner ma démission. Il faudrait que je me concerte moi-même, que je me mette, etc., que je fasse une grosse connerie, que je me vire moi-même. Donc c'est pas facile. Voilà. Donc on est interpellé par sa conscience en disant tu ne peux pas renoncer. Ou alors tu renonces au sens même que tu as. C'est-à-dire en fait à ta raison d'être sur cette planète. C'est la raison pour laquelle on avait donc lancé ce mouvement Colibri, qui prend maintenant une certaine ampleur. Pour ceux qui ne savent pas sur quoi se fonde Colibri, ben c'est sur une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, découragés. Et puis, mais le petit colibri, ce petit oiseau très léger, vous voyez, très gracieux, il paraît que c'est celui qui vole le plus vite, enfin bon. Et lui, tout gracile, tout léger, il va prendre des gouttes d'eau dans la rivière, et il vient les jeter sur le brasier, et puis il recommence, et il s'active. Puis à un moment, le tatou l'observe depuis un bon moment, et il dit quand même, il est complètement cinglé, il lui dit, mais colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça m'a paru magnifique. C'est-à-dire que la posture de lamentation, ça va pas, les politiques, moi je suis pas dans leur conscience, il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille mieux probablement, mais la conjoncture n'est pas si simple que ça, etc., etc. Les multinationales, etc., et ben tout ça nous sont issus de nous, vous voyez. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des multinationales qui vont dans l'outrance, c'est-à-dire qu'ils proposent, ils ont considéré la planète comme un immense marché dans lequel il faut faire le maximum de profit. Eh bien, c'est notre outrance à nous. Pourquoi? Parce que nous avons l'indispensable, nous sommes incapables de le résoudre. Des gens meurent de faim, la détresse s'installe même dans la prospérité. Par contre, le superflu n'a aucune limite. Quand on ne donne aucune limite au superflu, ça veut dire que les sollicitations et les prédations que l'on engage sur cette planète limitée sont évidemment, conduisent cette planète à la ruine. Vous voyez? Et de quoi vivent, si vous voulez, les multinationales outrancières? De notre outrance. Et en même temps, dans une asymétrie par rapport au nord au sud. Des gens qui ont à peine à manger, et d'autres qui ont tellement que je ne suis pas en train d'accuser les riches ou quoi que ce soit, je ne rentre absolument pas dans ce discours, c'est simplement le constat que je peux faire. Je ne fais pas de jugement moral, parce que chacun doit, par lui-même, se donner sa propre vérité à travers son observation. Quand cette observation est lucide, l'individu se donne sa propre vérité, et je ne suis pas là pour dire il y a un dogme ou il y a quoi que ce soit qui serait la règle que devrait appliquer tout le monde. Je ne peux pas rentrer, si vous voulez, dans ce... Je reste un humaniste, si vous voulez, qui est dévoué à la Terre. Pourquoi je suis dévoué à la Terre? Parce que la Terre, c'est la Terre-Mère. Arrêtons de nier absolument que c'est à la Terre que nous devons la vie. Or, cette Terre qui est maternelle, de laquelle nous sommes issus, nous sommes en train de la détruire aujourd'hui. Détruire de façon incroyable. D'où l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie? C'est parce que c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans un processus où nous produisons notre nourriture dans une logique de la vie elle-même, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'agroécologie, c'est simplement, ça consiste à prendre les énergies de la vie elle-même et à les utiliser pour que ces énergies maintiennent en quelque sorte la continuité de la vie. C'est ça l'agroécologie. Alors certains sont en train de la réduire à une simple alternative agronomique. Non, ça n'est pas une simple alternative agronomique, c'est une philosophie, c'est une perception de la vie très particulière, où je deviens, avec la terre, le Père, le Fils,
et l'amant quelquefois, enfin, c'est-à-dire un rapport qui est un rapport où je sais que c'est à cette terre-là que je dois ma survie. Et aujourd'hui, ben, même la nourriture humaine est tellement frelatée et véhicule tellement de substances toxiques dans le sol, dans l'environnement, les pesticides, etc. Donc cet empoisonnement généralisé, la perte de la diversité, de la biodiversité. Vous savez que 60% des espèces que l'humanité a collectées depuis 10 à 12 000 ans, depuis 10 à 12 000 ans, les êtres humains, quand ils sont devenus agriculteurs, eh ben, ils ont puisé dans le sauvage, domestiqué, que ce soit le monde animal ou le monde végétal, à des fins de leur propre survie. Et les semences sont une merveille. Elles sont une merveille pour plusieurs choses, parce que c'est celles qui garantissent la survie. Et en même temps, j'ai beaucoup formé de gens et je leur dis, bah, écoutez, moi je peux vous expliquer ce qu'il faut faire pour que les graines germent, mais ne me demandez pas pourquoi elles germent. Je suis incapable de répondre à cette question. Pourquoi il y a cette énergie extraordinaire, miraculeuse, qui m'a aussi fabriqué. Et il y a un quiproquo aujourd'hui, c'est que nous avons séparé la nature de nous, alors que nous sommes la nature. Nous sommes une expression de la nature. Et si nous avions compris que nous étions une expression de la nature, tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Vous mettez des substances chimiques dans le sol, vous le retrouvez dans votre corps. À tel point que la nourriture aujourd'hui, ben, elle est tellement frelatée, véhicule des nuisances telles que plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut souhaiter bonne chance. Oui. Donc il y a tous ces éléments-là qui doivent nous mettre bien en évidence que nous sommes décalés et que nous sommes décalés par rapport à la symphonie de la vie. La symphonie de la vie est symphonique, elle est extraordinairement symphonique, avec des éléments perceptibles par nos sens, avec des éléments qu'on ne peut pas percevoir par nos sens. Moi, je suis fasciné par l'homéopathie, où je me dis, on prend une substance, on la dilue, plus on la dilue, plus elle est... Et je peux vous en parler, j'ai été soigné avec une substance à très haute dilution qui m'a complètement chambardé parce qu'elle n'était pas bien prescrite. Et j'ai passé 2 ans à me dire, je suis en train de devenir fou. La mémoire disparaît, etc. Donc, comment se fait-il que ces substances diluées, elles prennent plus on les dilue, plus elles prennent d'efficacité. C'est quand même à l'inverse de la logique à laquelle nous sommes habitués, qui part de la matière pour aller vers l'invisible et le subtil. Et moi, je prétends qu'au commencement est le subtil, l'esprit. Et c'est l'esprit qui se manifeste à travers la matière. Vous voyez ? Je crois que c'est très important de comprendre cela. Parce que si on comprend que nous sommes issus de l'esprit et que nous sommes de l'esprit, nous-mêmes, mais de l'esprit qui se révèle parce qu'on s'est incarné. Mais l'incarnation, et je ne suis pas en train de parler comme une secte ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas du tout là-dedans, ou un mystique si vous voulez. Je pense qu'il y a une approche maintenant, aujourd'hui, il y a certains scientifiques qui deviennent des mystiques. Et Einstein, qu'est-ce que c'est qu'Einstein? C'était un mystique, Einstein, il ne faut pas l'oublier. Et il était allé très loin, disons, dans la science, mais en même temps, il ne s'est jamais départi de la question, mais quelle est l'origine de ça? Je peux expliquer une frange comme ça. Et nous avons une pensée qui ne peut expliquer qu'une partie du tangible ou une partie, disons, de la phénoménologie ordinaire. Mais en dehors de la phénoménologie ordinaire, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui nous échappe. Et c'est pour ça que moi je me dis, il y a des moments, la raison étant limitée, quoi qu'on fasse, cette raison ne peut explorer qu'une partie du réel. Elle peut rentrer dans la réalité, expliquer un certain nombre de phénomènes, elle le fait, mais au-delà, comment expliquer le phénomène de la vie qui m'a donné naissance? Ça c'est difficile. Alors je ne suis pas en train de vous convertir à je ne sais quelle religion, pas du tout. C'est simplement dire que plus que jamais, compte tenu de l'impasse dans laquelle nous sommes, la compréhension des plans subtils, qui ne sont pas du tout, qui sont phénoménologiques, est absolument indispensable aujourd'hui parce que c'est à cause de ces plans subtils que nous sommes aussi à l'ignorance des plans subtils que nous sommes dans la dérive. Il y a des plans élémentaires, vous mettez des engrais dans le sol, ce sol qui est vivant est détruit,
si vous mettez de la chimie, c'est-à-dire tout le processus de la vie est détruit, plus de vers de terre, plus d'insectes, il ne reste plus qu'un substrat dans lequel on met ces substances pour faire pousser. Seulement la plante qui pousse sur ce substrat, elle a été en quelque sorte isolée de tout le système des oligo-éléments, qu'on ne peut pas parfaitement vérifier. Tous les oligo-éléments qui sont absolument indispensables à la structure de l'organisation de la vie sont en nous, font partie de la structure de tout organisme vivant. Et ils sont supprimés, chantés. Donc vous n'avez plus que les 3 éléments. La plante étant appauvrie, elle s'empoisonne elle-même, elle est appauvrie parce que le sol est appauvri, voire mort, et elle perd la faculté à puiser les énergies qui sont omniprésentes dans l'ensemble du cosmos et partout. Et donc du coup, étant appauvrie, elle est malade, ou alors l'insecte intervient. Pour nous, l'insecte, c'est pas l'ennemi qui vient détruire, c'est le flic en quelque sorte qui vient dire cette plante, si étant dans un processus de dégénérescence, si elle produit, elle va engager un processus de dégénérescence. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle applique des lois rigoureuses et c'est parce qu'elle les a appliquées depuis les origines qu'elle est encore là. La vie veut vivre, la vie veut... Simplement la différence entre l'être humain dans sa nécessité de vivre et l'animal, il y a une grande différence, dans le sens où quand un lion mange une antilope, ben, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. J'ai même vu des images magnifiques avec le lion, la girafe, tout le monde boit dans le même marigot, sans agression. Il n'agresse pas s'il n'a pas faim. C'est la nécessité de la vie qui fait qu'il rend agressif. Nous sommes dans un tout autre registre, non seulement l'agression de l'humain contre l'humain, mais l'agression de l'humain contre la nature. Tout ça nous met bien en évidence qu'il y a nécessité que nous repensions l'ensemble de tout ça si nous voulons qu'il y ait une continuité de la vie. C'est ce que nous essayons de faire par tous les moyens que nous pouvons. Tout à l'heure, on vous donnera des documents pour savoir que nous avons créé des structures au nord, au sud, on crée des structures qui sont dédiées justement à cette philosophie. Mais à la fois, ce n'est pas simplement un club de philosophes, c'est aussi le lieu où sont proposées des solutions très concrètes. Pour ceux qui le veulent bien, me faire l'honneur de lire un bouquin que j'ai intitulé « L'offrande au crépuscule ». Ben, ce bouquin, « L'offrande au crépuscule », relate une expérience que j'ai eue au Burkina Faso, dans les zones semi-arides sahéliennes, et où là, des paysans pauvres ont été orientés vers l'agriculture dite moderne. Alors tout le processus, et quand on dit aujourd'hui la faim dans le monde, mais la faim dans le monde, nous l'avons provoquée. Nous l'avons provoqué, nous en sommes totalement responsables. Et j'ai vu ça, le petit scénario du pauvre paysan on vient dire, si tu utilises des engrais chimiques, ça poussera mieux. D'accord, j'ai pas d'argent. C'est pas grave, on t'avance les engrais, tu cultives et tu verras. Mais à charge pour toi que quand tu as cultivé, eh bien tu amènes ta récolte à la coopérative. La coopérative va se charger de vendre le produit. En général, j'ai connu plutôt le monde du coton. Et quand elle aura vendu le produit, eh bien, elle te donnera ce qui te revient, déduction faite de ce qu'on t'a avancé. Et quand vous savez qu'il faut à peu près 2,5 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais, ça vous donne une idée immédiatement de la connexion de ce pauvre paysan à la mondialisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il donne son argent et son effort. Il récolte son coton, et puis le coton est vendu sous le tarif international. On ne lui fait pas un tarif spécial. Il est relié au cours mondial de la matière première. Et il se trouve perdant parce qu'il rentre en concurrence avec des gens, le cultivateur américain ou autre qui lui, avec son tracteur, etc. etc. C'est pour ne donner qu'un exemple. Et ce paysan, il reste endetté, comme je l'ai vu,
pratiquement à vie parce qu'ils n'arrivent pas à combler d'année en année. Il faut qu'ils remettent des engrais et chaque fois ils s'endettent, etc. Et donc du coup, il s'appauvrit et la plupart du temps, il envoie, comme je l'ai vu, les enfants partez, c'est l'enfer ici, allez ailleurs. Concentration urbaine gigantesque, démobilisation de ces paysans sur l'espace rural alors qu'une vraie politique généreuse aurait dû les aider à, au contraire, à s'implanter, à se maintenir. Tous ces gens qui viennent avec cette illusion vers le monde prospère, s'ils étaient aidés à être maintenus dans leur pays, ça ne serait pas ce que nous vivons actuellement. Seulement, nous avons malheureusement des chefs d'État corrompus. Et la corruption est une horreur absolue. Quand vous ajoutez, évidemment, ces mécanismes où le paysan est obligé de se raccorder à une logique dans laquelle il est perdant parce que c'est la logique de l'argent et qu'il n'a pas l'habitude de cette logique de l'argent, qu'il n'est pas dedans, eh bien, vous contribuez à détruire et c'est ces scénarios-là qui sont aujourd'hui en cours. Nous arrivons avec une autre logique de la vie. Sahel, zone aride, dans laquelle les paysans ont une responsabilité parce qu'ils ont trop prélevé de bois, parce qu'ils ont trop de troupeaux, parce qu'ils défrichent avec le feu. Donc ils ont une responsabilité à l'égard de la détérioration de leur milieu naturel. Mais en même temps, poussés évidemment par une logique qui les pousse à l'outrance. Nous arrivons avec l'agroécologie, tu n'achètes plus d'engrais, tu vas voir les déchets, le fumier, tu le compostes, on fait une concentration de bactéries. Ces bactéries sont inoculées au sol, le sol va retrouver la logique de la vie, celle que l'on trouve dans les forêts. Vous voyez, où l'humus, vous savez, l'arbre pousse, il a des feuilles, les feuilles tombent, rentrent dans le cycle de la transformation, ça donne de l'humus, et l'humus, humus, humanité, humilité, humidité, c'est le même étymologie, parce que c'est le symbole fondamental de la vie. Et qu'est-ce qu'on apprend aux paysans? À faire de l'humus. Et en faisant de l'humus, on lui apprend à rentrer dans le processus de l'entretien de la vie sans aucun autre artifice qu'en prenant uniquement les éléments de la vie. Ça, c'est formidable, voyez. Alors aujourd'hui, on est en train de dire, voilà, avec l'agroécologie, etc., on avait créé un centre de formation. Ce centre de formation faisait venir avec le Point Mulhouse, qui était la compagnie d'aviation, avec Maurice Freund, qui est maintenant Point Afrique et qui reste toujours un très grand ami, complicité, on crée un centre, on forme les paysans rentrent dans le cycle d'une libération par l'agroécologie qui les libère, et je suis convoqué par Sankara qui me dit il faut absolument que cette méthode et cette approche deviennent une politique nationale. Donc il me charge de mettre en place un plan pour nationaliser en quelque sorte l'agroécologie, et vous savez ce qui est arrivé à Sankara, il a été assassiné. Donc c'est à partir de ce moment-là que voilà, je me suis trouvé complètement démuni, et on a créé d'autres structures comme le CIEPAD, Terre Humanisme, enfin toutes les structures qui existent aujourd'hui, dont une très particulière et qui demande pas être pas en dehors du monastère de Solan que certains connaissent. Il y en a une aussi qui est très significative. Un jour, un ami médecin me dit, il y a un certain Michel Valentin qui voudrait te rencontrer. Qui est Michel Valentin? C'est un homme qui s'est enrichi, qui sait gagner de l'argent, il a des entreprises, de l'hôtellerie, il a tout ça, et il veut te rencontrer. Je dois dire, le premier réflexe, c'est qu'il veut m'aider, comme je tends la main un peu pour qu'on m'aide à faire tourner, mais non pas pour ma petite personne, mais pour élargir mes actions, etc. Je me suis dit, cet homme-là, il va venir pour m'aider peut-être, parce que je ne vois pas la raison pour laquelle il veut me rencontrer. Alors je suis parti sur mon délire, comme ça. Et puis le jour J arrive, et je vois arriver Michel Valentin qui me dit, gagner de l'argent, je sais faire. Seulement, je ne suis pas heureux. Tu vois, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à ça, moi? Il me dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut agir ensemble? Je commence par lui dire, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capital, j'ai rien du tout. Il dit, c'est pas le problème. Et en cheminant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que cet être humain mettait en évidence que la réussite sociale n'égale pas forcément réussite humaine. Réussir son métier n'est pas forcément réussir sa vie. Alors il y en a qui évidemment réussissent en même temps les deux, et ça c'est une chance extraordinaire. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu affaire à 250 chefs d'entreprise qui étaient tous dans la quête
existe-t-il une façon d'être accompli soi-même et d'être dans une espèce de tranquillité heureuse? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'était ça leur question. Parce que nous arrivons à un moment où finalement, réussite sociale n'égale pas finalement joie de vivre. Or, la joie, c'est la chose que personne ne peut acheter. Personne. On peut être milliardaire, on achète tout, des yachts, des avions, etc. Sauf que les mêmes qui sont dans cette prospérité n'ont pas forcément accès au bien que tout le monde cherche, qui est la joie. La joie ne s'achète pas. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on la trouve chez des gens démunis, presque démunis. Et on la trouve absente chez les gens qui sont censés l'avoir. Et on se rend compte qu'on est obligé d'avoir recours à des artifices pour avoir l'air heureux, d'où l'augmentation des anxiolytiques. Les anxiolytiques qui grimpent, parce qu'il faut se donner quelque chose, une sensation, qui soit une sensation quand même jubilatoire quelque part. Si je dis ça, c'est parce que nous sommes au plan de l'humanisme, et ça doit nous inspirer sur quelle société organiser aujourd'hui pour qu'elle réponde à nos besoins et qu'elle nous donne la joie de vivre. Voilà la grande thématique. Elle n'est pas simple parce que nous sommes imbriqués dans une complexité de laquelle, pour sortir, il faudra du temps. Malheureusement, je pense qu'on sera obligé de sortir, et ça serait dommage que nous soyons obligés d'en sortir avec la violence. Parce que de toute façon, la précarité s'installe, qu'on le veuille ou non, partout. Et comme la précarité s'installe, quelle réponse donner à cette précarité? Et c'est là où j'avais dit, bon, peut-être qu'il faut aussi recréer des lieux où les êtres humains, peut-être relégués du système qui ne peut plus les prendre en charge, puissent mutualiser leur savoir, leur savoir-faire. Et j'ai appelé ça les oasis en tout lieu. Les oasis en tout lieu, j'ai eu la joie que ma fille réalise le premier oasis. Il s'appelle le Hameau des Buis, avec une vingtaine d'habitats, terre, paille, etc. Une école, un collège, etc. Et recréer un système où la convivialité, la solidarité, la coopération puissent se réinstaurer. Parce que si on ne part pas d'une perspective de réinstaurer la coopération, dans un monde où le salariat est en fin de course et à bout de souffle, je ne vois pas quelle va être la suite. Voilà. Alors je délire peut-être, mais en tout cas c'est sur ces anticipations que je dis il faut maintenant envisager le futur sur un autre ordre des choses. Mais cet ordre des choses ne peut pas se faire non plus si nous ne renonçons pas à la croissance économique indéfinie, qui est un leurre. Comment voulez-vous que la planète réponde? On voit arriver les pays émergents, mais avec terreur. S'ils veulent tous vivre à l'échelle où nous vivons, nous, je crois que c'est le dépôt de bilan planétaire. Il n'y a pas de possibilité, aucune. Et comment ce modèle s'est érigé? Il s'est érigé parce qu'il a bénéficié du dopage planétaire des ressources qui sont venues. Ça vous rappelez du fameux choc pétrolier, etc., etc. Donc ce qui fait que cette ambiguïté dans laquelle nous sommes, selon laquelle c'est par la voie de l'accaparement, de la prédation et de la finance que nous allons arriver à rééquilibrer les choses, c'est faux, ça ne marchera pas. Et même la Chine, qu'on chante, etc., il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les coulisses, toute la misère qu'il y a derrière les apparences. Parce que les apparences, oui, on est toujours là à mettre les apparences, mais dans la réalité, on voit une humanité souffrante. Et quand on est préoccupé parce que nous sommes dans l'humanisme, pour abolir l'humanitaire, justement, si on a mis en route l'humanisme, c'est pour abolir l'humanitaire, ces questions, si vous voulez, sur la destinée et sur la raison d'être de l'être humain, nous sommes un peu obsédés par cette question, qu'est-ce que veut dire finalement vivre? Voyez, et ça amène, et la condition humaine est telle que la question, existe-t-il une vie après la mort? J'en sais rien, chacun a son opinion, mais existe-t-il une vie avant la mort? Et qu'est-ce que veut dire vivre? On ne se pose absolument pas cette question, on arrive au monde, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, on s'agite, on fait ça, on acquiert ceci et cela, et à la fin on s'aperçoit qu'on ne s'est pas accompli finalement. Et on ne s'est pas accompli parce qu'on a voulu donner à l'accaparement la pleine puissance au détriment de la vie elle-même. Donc aujourd'hui, la question cruciale, fondamentale, est-il possible aujourd'hui, dans le contexte tel qu'il est,
d'une société, qu'on le veuille ou non, en dégradation généralisée, sur le plan humain, plan écologique. Tous les plans, aujourd'hui, sont en quelque sorte, on pourrait dire que tous les voyants sont au rouge. Existe-t-il une possibilité de ne pas désespérer, de rassembler les énergies et de construire un monde différent sur les bases de principes fondamentaux qui mettent l'humain et la nature au cœur et qui organisent l'ensemble de la société en partant de cette référence-là, et renoncer à le profit au cœur et l'organisation de la société à partir de cette logique-là. Donc la logique aujourd'hui, si elle ne bascule pas vers l'humain, elle nous entraînera évidemment vers en quelque sorte l'éradication de notre espèce par nous-mêmes. Voilà. Évidemment, si je suis là, c'est pas pour vous casser le moral. Et heureusement que en même temps qu'on parle, on expérimente. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La société civile est devenue un laboratoire magnifique d'expérimentation. Moi, je suis tout le temps réjoui par les gens qui prennent des initiatives dans des domaines qui constituent en quelque sorte l'ensemble du système dans lequel nous vivons et de se vivre ensemble. En matière d'agriculture, bien sûr, en matière de médecine, en matière d'énergie, en matière d'éducation, on rencontre partout toute une société en ébullition qui, sur son intuition, semble anticiper en quelque sorte sur ce qui sera nécessaire demain et prépare le lendemain. C'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de démissionner. Parce qu'on se dit, mais vraiment, c'est dans ce laboratoire qu'est en train de se préparer le futur, mais non pas à partir de principes abstraits, mais à partir du ressenti des gens. Cette quête, en quelque sorte, du bonheur, qu'on pourrait mettre sous la rubrique la quête du bonheur. Et cette quête du bonheur amène aujourd'hui de plus en plus de gens, là où ils sont, dans leur coin, quelquefois sans bruit, à libérer un nouvel imaginaire qui ne soit pas subordonné et pétrifié par une vision unique, par une vision totalitaire, si vous voulez, qui n'arrête pas de ressasser qu'il faut créer les richesses et que c'est à partir de la croissance, etc., qu'on va résoudre les problèmes humains. Non, la croissance économique n'est pas la solution, elle est le problème. C'est pour la croissance économique qu'on détruit les forêts, qu'on écume les mers, donc cette avidité humaine érigée en système dynamique, c'est-à-dire comment dynamiser l'être humain à partir de sa frustration, c'est-à-dire fait agiter la frustration de façon à ce que cette frustration, par voie subliminale, amène l'individu à se croire démuni et n'avoir jamais assez. Plus tout, évidemment, la comparaison entre la bagnole ceci, la bagnole cela. Moi, je n'ai que ça. Moi, j'ai vu des gens presque ne pas manger, mais pour leur représentation sociale, pour se réhabiliter socialement, en quelque sorte, au regard des autres, se payent des bagnoles à des prix absolument fous. Alors que les enfants, on crève de faim, parfois. Cette réhabilitation. Donc tout ça, c'est ce qui se travaille. Ce que c'est faire parfaitement la publicité, c'est comment installer même les gens qui ont tout ce qu'il faut dans un sentiment de carence et de manque. Et à partir de là, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Donc on achète, on consomme, et ça fait des brigades de pousseurs de caddies qui cueillent. D'ailleurs, on est revenu au néolithique, vous savez. On cueille, on pousse, on cueille, etc. On ne sait même pas d'où les choses viennent, elles n'ont pas de traçabilité. Vous avez la grande distribution qui détruit tous les petits commerçants, les petits artisans, etc. Et on est dans ce scénario qui est un scénario mortel. Si on n'y prend pas garde et si on ne réhabilite pas en quelque sorte ce qui est fondamental et qui permet une vraie politique, une bonne politique, ce serait celle qui en fait part du principe de mobiliser tout le monde, et non pas d'exclure sous prétexte de concentration et d'exclusion. Ça va aboutir à des déflagrations. Nous le voyons déjà en Espagne, nous le voyons un petit peu partout, et la France n'est pas à l'abri, même si elle a des dispositifs sociaux qui semblent nous illusionner. Vous voyez bien combien c'est très difficile et qu'aujourd'hui on fait des restrictions sur ce qui était censé corriger les défaillances et les carences. Et ces restrictions vont augmenter puisque
pour pouvoir assumer en quelque sorte, disons, cet interventionnisme social, il faut créer des richesses. Et comme nous créons de moins en moins de richesses, évidemment, ça va tomber à quelque chose qui va tourner fou. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire, d'où la nécessité aujourd'hui de repenser les choses sur des bases autres que celles d'aujourd'hui. L'humain et la nature au cœur, l'organisation sociale à partir de ces critères, respect de la vie parce que sinon, si on ne respecte pas la vie à laquelle nous devons la vie, évidemment, il est logique que cette vie nous éradique. Alors si je parle aujourd'hui devant vous, c'est pas parce que je suis un théoricien et que je contribue à faire remplir les bibliothèques de considération sur le monde qui va mal. Ça, il y en a, toutes les analyses, alors en long, en large, tout le monde analyse sur le monde qui va mal. Seulement le problème, quand on est malade, il faut quand même prescrire quelque chose. On ne peut pas faire que du diagnostic. Si on se contente de faire du diagnostic, ça ne suffira pas. Il faut donc aboutir à quelque chose, à une logique. Et je la sens à travers les sociétés civiles se construire, une perception nouvelle qui est en train de se faire. Si mon ami Olivier Lenaire, avec lequel j'ai fait le bouquin, c'est lui qui est responsable de Pierre Rabhi, ce mort d'espoir. J'aurais pas eu l'outrecuidance de prétendre que je sème l'espoir. En tout cas, je fais ce que je peux, bien entendu, et concrètement, au nord, au sud et partout, création de structures. Je ne m'en vante absolument pas parce que je considère que ce qui est fait doit être fait en conscience. Il y a le Pierre Rabhi dans son engagement social, disons, dans le souci de la vie, dans le souci des êtres, dans le souci que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, que ce soit dans ce souci-là. Et puis il y a le pauvre Pierre Rabhi avec ses 52 kilos tout mouillés, qui n'est pas à la fête tous les jours. Parce qu'on porte quand même quelque chose d'assez... On se met, alors quelquefois on se dit, mais pourquoi tu t'enquiquines avec tout ça? Pourquoi effectivement on s'enquiquine avec tout ça? Que le monde aille comme il veut? Eh ben non, on ne peut pas. Parce qu'il y a des enfants qui vont arriver, j'ai moi-même des enfants, des petits-enfants, et tous les petits-enfants sont mes enfants. Ce n'est pas que les miennes, donc on a une responsabilité à l'égard de l'orientation de la vie. Et aujourd'hui, c'est extrêmement décisif. C'est-à-dire nos pulsions négatives sont tellement bien instrumentalisées que ce que nous faisons de positif prend de l'ampleur, mais aussi ce que nous faisons de négatif peut prendre une ampleur considérable. Il n'y a qu'à voir le potentiel de destruction par les armements aujourd'hui pour se rendre compte que nous sommes capables d'une véritable apocalypse. Véritable, c'est pas une théorie générale. Donc plus que jamais, on parle par exemple d'une prise de conscience. Moi, la prise de conscience, ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait une conscience et puis il y a une prise, et voilà, on prend une prise et puis on se met... Non, c'est une élévation de conscience, c'est-à-dire que c'est une forme d'ascèse de l'individu qui, dans son intime, personnellement, gravit en quelque sorte, gravit quelque chose qui l'élève et en l'élevant, il l'éclaire et il a une vision claire des choses. Parce que nous sommes en train de confondre aptitude et intelligence. Comment on fait? L'intelligence n'est pas quelque chose que, de mon point de vue, c'est pas nous qui avons l'intelligence. Nous avons le cerveau capable, évidemment, de prouesses. Mais quand on constate que ces prouesses ne donnent pas un système intelligent, ça veut dire que l'intelligence est d'une autre nature. Et cette intelligence, on la trouve magnifiquement dans la nature. Elle nous le montre. Voilà, le printemps arrive maintenant, moi, c'est l'enchantement. Et qu'est-ce qui fait ces cycles? Alors on me dit, mais tu fais trop, pourquoi tu n'achètes pas tes légumes? J'ai dit, mon jardin, c'est non négociable. J'ai renoncé à beaucoup de choses. Mon jardin, non négociable. Pourquoi non négociable? Parce que c'est avec ça que je retrouve les fondements de la vie. Et que je retrouve ce miracle extraordinaire d'ensemencer, de faire pousser, et donc de rentrer dans la rythme. Et je dirais même, dans les formations que nous donnons, je spécifie bien qu'il y a évidemment tout le mystère de la vie. Mais qu'aujourd'hui, faire son jardin, c'est un acte politique. Et c'est un acte de résistance. Soit nous laissons faire les systèmes qui... Voilà. Soit nous nous laissons donner la béquée par tout un système organisé et complexe, mais à condition d'avoir de l'argent, soit nous disons profondément, notre survie n'est pas négociable.
et nous le faisons par nous-mêmes. Faire son jardin, c'est un territoire de résistance. C'est pas seulement produire des légumes, etc. Et l'agroécologie, il ne faut pas la réduire à simplement une alternative agronomique, mais c'est une posture et c'est une orientation qui aboutit à faire que les humains reprennent en charge leur propre destin et leur propre survie. Dans le respect de la vie, il y a quelque chose même de sacré, si vous voulez, pour moi, dans cette démarche, parce qu'enfin, l'homme se dresse et se charge de sa destinée. Aujourd'hui, on est en train de tout éliminer et des systèmes comme les OGM, etc., qui sont un crime contre l'humanité, sont en train de s'infiltrer, de s'installer, etc. Quand vous voyez 60% des semences que l'humanité a produites, en quelque sorte domestiquées pour la transmettre de génération en génération, ont disparu, ça veut dire que petit à petit, l'humanité va vers une dépendance et un suicide. Et aujourd'hui, il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que je dis qu'il y a quelque chose à faire de vraiment important. Cependant, il y a quand même une chose qui est frappante. Vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Donc il ne faut pas se contenter de dire parce que je suis... Non, non. Ça m'a interpellé dans notre changement personnel. Les changements personnels, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont des gourous, etc. Moi, je n'aime pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est tout à fait libéral. Si vous voulez, vous pouvez aller manifester contre ceci, cela, rentrer chez vous et pourrir la vie de tout ce qui vous entoure. Nous sommes attendus où? Là où nous sommes, où nous vivons. C'est-à-dire sur le territoire sur lequel nous avons une influence, c'est-à-dire nos petits royaumes dans lesquels nous régnons. Et c'est à partir de là que c'est notre nature elle-même qui doit être interpellée dans le changement humain. Il ne peut pas y avoir de changement de société sans changement humain. Ce qui est notre éducation des enfants, la bienveillance, toutes ces qualités-là sont absolument indispensables au changement, et c'est pas parce qu'on va bouffer bio que ça. D'ailleurs, la bio, la grande distribution est en train de s'en occuper. Du moment que ça produit des profits, on y va. Et vous allez voir que nous qui avons travaillé depuis des décennies à dire mais c'est une voie, c'est pas simplement un système, c'est une voie initiatique, c'est une voie qui nous ramène dans le rapport à la vie et nous concerne dans la vie, concerne nos vies dans la vie, eh bien ça va être complètement détourné. D'où évidemment je vais m'empresser d'écrire un ouvrage pour bien spécifier que l'agroécologie est une philosophie, qu'elle est issue d'un humanisme et qu'elle appelle à la modération. Pour finir et expliquer un petit peu ces choses-là, ce que j'ai envie d'exprimer sans y parvenir peut-être tout à fait, c'est quelle est finalement la posture de l'humain, l'humanité, quelle va être sa posture pour amener véritablement ce grand changement. Moi, ça m'a été révélé par une anecdote que je raconte assez souvent. Pardon pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais enfin, elle me semble intéressante quand même pour conclure. Il se trouve que nous avons acheté un lieu. En 1961, nous avons acheté une ferme. Cette ferme, on est allé au Crédit Agricole. J'ai demandé un prêt. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez fait de l'agriculture? Non. Ils m'ont dit, allez apprendre et on verra après, ce qui est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas me prêter comme ça des sous. Donc je suis devenu ouvrier agricole, j'ai obtenu un petit BAA, un brevet d'apprentissage agricole, et en réunissant tout ça, mon dossier était recevable par le Crédit Agricole pour emprunter, si vous voulez, une somme relativement faible sur 20 ans. Et pourquoi la somme était faible? Parce que le lieu de notre prédilection, c'est-à-dire quand on a cherché différentes fermes et qu'on est tombé sur Montchamp, sur lequel nous vivons depuis déjà, nous avons eu nos enfants depuis presque une cinquantaine d'années. Montchamp, c'était une maison isolée, une ferme avec petite ferme, donc comme ça, patiente, ici il ne passait rien du tout, ça avait été fermé, avec de la terre rocailleuse, de la terre de garrigue, vous savez. Moi j'ai un stock de cailloux, si vous en voulez, vous pouvez venir. Hein.
vous pouvez venir, je vous remplirai vos voitures et ça sera inépuisable. Et ce stock de cailloux, il a été fait par les paysans des différentes générations qui ont prélevé ces cailloux, en ont fait des murettes, on a une sueur, absolument, ça devient un lieu sacré, pratiquement, par le travail immense qu'ont fait les gens pour dégager un peu de terre, même pas labourable, grattable. Vous voyez ? Premier disons, critère, caractéristique. Deuxièmement, c'était sans électricité. Nous sommes restés 13 ans sans électricité. Troisième, l'eau, à peine très peu d'eau, c'est-à-dire que c'était de l'eau qui était captive dans des espèces de réservoirs naturels aménagés. C'est grâce à ça que le chemin qui montait à peine praticable par jour de pluie. C'est-à-dire j'avais à l'époque une Juva 4, et ben pour la pauvre Juva, j'étais obligé de la laisser en bas et de remonter tout le reste à dos parce qu'elle ne pouvait pas grimper. Donc quand j'ai fait la description au Crédit Agricole du lieu, ben ça a été, ben écoutez, non, ça ne va pas, nous on ne veut pas vous aider à vous suicider. Hein? Et alors, bon, ben nous, on était tombés amoureux de ce lieu. C'était quand on tombe amoureux, c'est comme ça, on est amoureux, puis voilà. Et c'est ce lieu que nous voulions. Pourquoi ? Parce que ce lieu, on pouvait, en faisant un peu le tour, on avait 17 clochers, des montagnes magnifiques avec des villages, des clochers, etc. Silence absolu, aucun voisinage. Nous étions sur un plateau à 240 mètres. L'air pur, je suppose. Enfin, tous les soleil, bien sûr. Tout ce qui donne saveur à la vie, c'est ce qui a pesé le plus dans le choix. Vous voyez ? Mais sur un rapport économique, vous ne dites pas, je ne sais pas, 500 € d'air pur ou de beaux paysages. Ça, la société n'en a rien à faire. Et nous, on s'est dit, mais le lieu est tellement beau que c'est là que nous voulons vivre. Et qu'est-ce qui a pesé dans le choix ? Ce n'est pas les critères agronomiques, mais c'est les critères de qu'est-ce qui va donner joie, qu'est-ce qui va donner cette sensation extraordinaire d'être en communion avec la vie. Ça a compté énormément dans notre choix. Un sénateur nous a pris sous son aile et on a réussi à obtenir notre crédit. Voyez ? Et quelque temps après, donc on s'est installé en disant, quand on est dans un lieu avec lequel on est en forte communion, c'est-à-dire dans cette beauté, dans ce lien que l'on peut avoir, amoureux pratiquement, eh ben on va avoir l'énergie. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et un jour, un ami, il était dans la précarité vraiment limite. Quand j'étais ouvrier, je gagnais pas grand-chose, et puis j'ai fait le maçon, enfin, etc., etc. Je suis pas en train de me raconter ni de mettre en avant, c'est simplement un témoignage. Ne le prenez pas autrement qu'un simple témoignage. Eh bien, on n'avait pas d'argent, mais on avait un peu de forêt pour pouvoir nous chauffer. Donc tous les ans, je m'échinais à couper. Il faut dire que c'est en 61, donc il n'y avait pas encore toutes ces évolutions, 68 Ardes, etc. Et donc je me m'éreintais à couper du bois tout seul. Et un jour, je suis dans un bistrot et j'entends dans une table à côté quelqu'un qui se plaint d'être tout seul pour couper son bois. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc je m'approche de lui et j'ai dit excusez-moi, j'ai peut-être été indiscret, mais j'ai entendu que vous aviez des difficultés à couper votre bois. Moi aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer ? Alors il me dit, bah oui, pourquoi pas. Alors on a signé le contrat immédiatement. Je suis allé l'aider pendant une semaine chez lui à couper son bois, etc. Il est venu chez moi et à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse ou bien ce n'était pas à notre portée. Donc toute la journée, on a travaillé d'une façon artisanale, vous savez, avec le grand passe, l'un d'un côté de part et d'autre de l'arbre, etc. Et puis on faisait ça dans le silence, c'était merveilleux. La journée s'achève. On est fatigué, mais on considère le tas de bois et on se dit quand même, on a bien travaillé. Et puis là, moi, vous savez, cet relâchement que nous avons, et je suis en train d'admirer le paysage parce que c'est le coucher de soleil. Ce coucher de soleil qui fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec le soleil qui devient rouge de plus en plus et qui descend à l'horizon. Et il se trouve que sur ce panorama extraordinaire se découpait un arbre. C'était l'hiver, il était dénudé, donc c'était comme des poumons, enfin des choses, une fresque absolument extraordinaire qui donnait
à cette vision, qui ajoutait encore beaucoup plus de beauté et de vie à cette vision. Et moi, je me récompensé, je regarde ça, j'admire ça, je trouve ça extrêmement vivifiant, beau, tranquillisant, on se prépare à aller. Donc j'étais vraiment dans un état d'une très très grande sérénité, une sérénité joyeuse, tranquille. Et cet arbre y était pour quelque chose. Mon compagnon, lui, était en train de ranger les outils, et puis il me regarde, puis il s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis « Regarde !» Il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà. Et ça... Alors, inutile de vous dire... Enfin, j'ai pas besoin de vous décrire la surprise. Mais en fait, c'était symbolique de comment nous regardons la vie. On a évacué la beauté de ce monde. Les maisons, c'est que des boîtes à habiter. Ça n'a plus d'âme, ça n'a plus rien. Alors, c'est pas étonnant qu'on ne soit pas heureux dans un monde où finalement le pratico-pratique a pris tellement de dessus qu'on a renoncé à ce qui nourrit le cœur et l'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, bien entendu, on va peut-être passer à des questions, etc., pour que vous puissiez mesurer les efforts que nous essayons de faire quand même pour incarner les choses. Parce que nous ne voulons pas rester que dans des considérations du monde qui va mal ou participer à l'analyse générale. Donc nous sommes dans l'action. Et je peux vous assurer que je ne serai pas devant vous si je n'avais que des discours à faire. Si je n'avais pas des réalisations, si on ne suivait pas. Et tout cela, je peux vous dire, Pierre Rabhi, 52 kilos, rappelez-vous, tout mouillé. Donc il n'est pas question d'être vaniteux en quoi que ce soit, c'est de dire simplement, à un certain moment, il faut quand même, quand on ressent l'humain et qu'on ressent en quelque sorte l'humanité à laquelle nous faisons partie, qu'on ressent le caractère, je dirais presque sacré de la vie, eh bien on est amené à le partager, comme j'ai essayé de le faire avec vous ce soir.